Bonjour à tous. Donc, nous sommes absolument ravis de vous accueillir dans ce webinaire dédié aux IA génératives ce matin. Alors, les IA génératives ou GenAI, comme on dira peut-être de façon plus anglophone, tout le monde en parle, mais peu les mettent en pratique aujourd'hui. Donc, quelles sont les opportunités concrètes et immédiates pour les équipes de marketing digital? Comment bien appréhender leur mise en œuvre dans les entreprises? Voilà les questions sur lesquelles nous allons nous pencher ce matin. Je suis Pierre, co-CEO de 55, et pour ce webinaire, je suis dans l'excellente compagnie de Jeff, Jean-François, notre CTO et également co-CEO de 55, Bastien, Data Science Lead, et Thiab, directeur de l'expertise Cloud chez 55 également. Et pour finir les présentations, peut-être quelques mots sur notre entreprise 55 que tout le monde ne connaît peut-être pas. La vocation de 55 est d'accompagner les organisations dans leur transformation data et IA. Nous faisons partie des pionniers fondateurs de ce qu'on appelle aujourd'hui le data consulting, puisque 55 a été créé en 2010. Et notre offre de service comprend du conseil en stratégie pour aider les équipes de direction à définir un plan de transformation par la data. C'est une feuille de route claire et pragmatique de transformation. Des services de mise en œuvre de technologies cloud et data science, du conseil média pour aider les annonceurs à mettre la donnée au service de la performance publicitaire et du conseil pour aider les marques à mieux comprendre les parcours clients et améliorer l'expérience à travers les interfaces web, mobiles et physiques. Mais ce matin, nous parlons d'IA générative. Et pour commencer, il faut bien reconnaître qu'on est au sommet de la hype. On connaît le fameux cycle de la hype conçu par Gartner. Et là, on est tout en haut du sommet. Alors, peut-être en train de décliner légèrement. J'ai vu récemment que ChatGPT ait vu son audience baisser le mois dernier. En tout cas, nous sommes au pic des attentes démesurées qui seront forcément déçues par la suite. Un autre indicateur du phénomène de mode est certainement le cours de bourse de Nvidia, qui a été multiplié par 3 depuis le début de l'année. Nvidia, c'est le principal fournisseur de processeurs qui permettent de faire tourner les moteurs d'intelligence artificielle. Et vous voyez que depuis le début de l'année, et la mode des IA génératives, ça a bien servi leur cours de bourse. Et puis ceux qui ont pu se rendre au salon Vivatech récemment, ou au festival de la créativité de Cannes, ont pu constater aussi qu'on ne parlait que d'intelligence artificielle. Nous sommes donc en présence d'un phénomène de mode particulièrement fort et qui rend très difficile de discerner la juste valeur de ces technologies. En fait, c'est important de prendre un petit peu de recul et parce que ce qui est vraiment particulier avec cette mode de l'IA, c'est qu'en réalité, ce n'est pas une technologie qui date d'hier ou de l'année dernière. Ça fait au moins une décade que l'IA marque ses avancées avec donc des innovations majeures, mais qui sont restées méconnues du grand public. On peut citer évidemment depuis 2012 l'Université de Toronto qui a passé le cap des 75% de précision dans la reconnaissance d'images, ce qui a permis ensuite le développement de voitures autonomes et de vision artificielle. En 2016, l'intelligence artificielle de Google qui bat les 99% de précision dans la détection de cancer de sein sur les scans IRM, sachant que les meilleurs spécialistes n'excèdent pas 70% de réussite. Donc là encore, une avancée majeure qui va permettre de sauver des vies grâce à l'intelligence artificielle. Et puis plus récemment, en 2020, Google DeepMind qui relève un défi de modéliser les structures des protéines en 3D, ce qui permet en fait de transformer le séquençage du génome humain, qu'on avait déjà fait depuis quelques années, en des modèles de molécules en 3D qui vont permettre de déterminer, de mieux évoluer et évaluer leur rôle, leur fonctionnement, donc de mieux comprendre le corps humain et de faire avancer la médecine. Ce sont des avancées majeures, mais vous remarquez que chacune d'entre elles demande un petit peu d'explication pour comprendre pourquoi elles sont importantes et pourquoi elles pourraient changer nos vies. Alors qu'avec l'IA générative, depuis l'année dernière, pas besoin d'explication. Les productions des IA parlent directement à nos sens, produisent des images, des textes, de la musique, bientôt de la vidéo.
Elles nous émeuvent, elles nous séduisent, elles nous impressionnent, elles suscitent la peur et l'admiration du grand public. L'autre facteur qui explique ce phénomène de mode est certainement lié au nom même d'intelligence artificielle. C'est un nom qui est ambigu et qui suscite de nombreux fantasmes. Et il faut reconnaître que c'est certainement le pire nom qu'une technologie ait jamais porté. C'est un peu comme si les bateaux étaient appelés des poissons artificiels ou les avions des oiseaux artificiels. Il faut reconnaître que c'est un petit peu ridicule et surtout c'est vecteur de confusion parce que l'apprentissage machine n'a pas pour but de simuler un cerveau humain. L'apprentissage machine fait des choses souvent moins bien, parfois mieux, et dans certains cas, qui n'ont rien à voir avec le raisonnement humain. D'ailleurs, on peut séparer en 3 catégories les applications de l'intelligence artificielle. La première, en bas de la pyramide, sont des usages, des applications où finalement l'intelligence artificielle fait moins bien qu'un humain compétent. La valeur de l'intelligence artificielle, à ce moment-là, est plutôt de démocratiser l'accès à cette fonction et donc d'exécuter une tâche à une échelle industrielle, de façon répétée à grand volume et à faible coût. Ensuite, deuxièmement, il y a des applications où l'intelligence artificielle fait mieux que les meilleurs humains. Par exemple, le jeu d'échecs, le jeu de Go ou la détection des cellules cancéreuses, comme on l'a vu. Troisièmement, il y a des applications qui n'ont rien à voir avec le raisonnement humain, comme effectivement transformer une image 2D en 3D ou des applications sur le traitement du signal. Et on se rend vite compte que quand on voit le nombre de cas d'application de l'intelligence artificielle, eh bien, en fait, c'est là où on trouve le plus d'applications, c'est des cas où l'intelligence artificielle fait moins bien, pardon, justement, qu'un humain expert, mais le fera à très grande échelle. Et c'est pour ça qu'on a coutume de dire que la plupart des cas d'application de l'intelligence artificielle consistent surtout à faire des choses banales de manière extraordinaire. Mais surtout, l'intelligence artificielle, ce n'est pas de la science-fiction et elle est d'ores et déjà partout dans les expériences numériques. Et chez 55, depuis notre lancement en 2010, on a multiplié les projets de mise en œuvre d'IA pour nos clients, notamment l'optimisation de tri-produits pour des acteurs de e-commerce, des recommandations personnalisées de produits, la prévision de taux d'occupation de chambres d'hôtel pour un groupe hôtelier, puis plus récemment l'optimisation du mix marketing de Leroy Merlin avec une simulation du marché des consommateurs français. Et au cours de ces projets, on a accumulé une forte expérience et surtout éprouvé des méthodologies pour réussir le déploiement de ces technologies. Et beaucoup de ces méthodologies s'appliquent directement à l'IA générative. Et une des bonnes pratiques incontournables qu'on a identifiées, c'est de ne pas partir de la technologie, mais de cas d'usage. Et toujours partir d'enjeux métiers concrets pour ensuite comprendre comment la technologie pourrait aider à les résoudre. Et concernant les IA génératives, nos experts, depuis ces dernières semaines, ont travaillé pour identifier 6 cas d'application concrets qui présentent une opportunité immédiate pour les organisations de marketing digital. Et pour chacun de ces cas d'usage, nos équipes ont développé des prototypes fonctionnels qui nous ont permis de prouver le potentiel de chacun. Donc, je vous propose, dans la suite de la présentation, de les passer en revue un à un. Et pour commencer, je passe la parole à l'excellent Thiab qui va nous parler d'analyse de données. Merci Pierre. Bonjour à tous. Le premier domaine d'application que nous vous présentons est celui de l'analyse de données. La création de requêtes et de tableaux de bord sont des processus longs entre les équipes métiers et techniques. Avoir la capacité d'accéder rapidement aux indicateurs de performance et mettre en place des processus de décision axés sur les données est crucial pour les organisations. GenAI peut traduire le langage naturel en requêtes SQL graphiques en quelques secondes et pourrait être l'outil le plus productif au sein de l'organisation. Maintenant, on va vous présenter les exemples concrets en vidéo. Imaginons que je sois un directeur marketing d'acquisition et je peux demander en langage naturel à GenAI la dépense de mes campagnes médias ces 20 derniers jours. Il sera en capacité de générer la requête associée à la demande et me donne le résultat. Pareillement, je peux lui demander mes impressions sur la même période en lui donnant un type de visualisation que je voudrais avoir et il me le donne. Je peux aller plus loin en lui demandant de générer des calculs comme le CTR de mes top 5 campagnes en graphe. Et pareillement, il pourra générer la requête associée et la valeur affichée. Ou encore, on peut aller plus loin en demandant le CPC en ajoutant de la complexité par rapport aux trimestres sur lesquels on voudrait avoir le calcul.
Et là aussi, il est en capacité de générer la requête et de me donner la réponse associée. Le domaine d'application suivant est celui de l'intelligence de données. L'ère de la big data couplée aux capacités du cloud a permis aux entreprises de stocker beaucoup de données. Explorer cette masse de données pour séparer l'utile de l'inutile est complexe et chronophage. L'IA générative est capable d'aider à explorer ces grandes quantités de données pour identifier des modèles comme les humains et faire des suggestions. À gauche, par exemple, on lui demande de donner les 10 indicateurs de performance qu'on peut extraire depuis la donnée. Et il sera en capacité de donner des exemples avec des requêtes associées pour qu'on puisse le faire, en fait. Et pareillement, à droite, je peux lui demander si mes données sont en capacité de me permettre de calculer mon ROAS. Et pour ça, il pourra aussi me dire si c'est possible ou pas. Si c'est possible, il me donnera la requête. Si ce n'est pas possible, il m'indiquera une requête et me dira l'élément manquant que je dois rajouter à mes données pour pouvoir réellement arriver à avoir mes données. Maintenant, je passe la parole à Bastien pour la suite des cas d'usage. Bonjour à tous. Moi, je vais donner des cas d'usage de conduite de changement. C'est un sujet assez vaste. On va s'orienter ici plutôt vers l'adoption de nouvelles technologies. On sait que l'adoption de nouvelles technologies est essentielle pour les entreprises pour maintenir leur compétitivité, mais ça nécessite un support constant des équipes et un training de ces équipes. Donc, il faut des ressources en interne pour pouvoir le faire. La solution ici, c'est d'avoir une IA générative qui va nous permettre d'avoir un support à la demande de ces équipes, d'avoir une assistance qui soit adaptative, et puis de fonctionner sur l'information mise à jour, propriétaire et vérifiée. Donc la démo ici, c'est un POC qui s'appelle Deep Search. C'est finalement un système de knowledge management qui va fonctionner sur la base de la documentation GA4, donc un outil qu'on souhaite implémenter, que les clients souhaitent implémenter. Et cet outil va permettre d'extraire, distiller et résumer de l'information sur la base de la documentation. Donc, la documentation, elle est récente, elle est mise à jour de manière quotidienne, ce qui nous permet d'avoir les dernières modifications et le suivi de GA4. La documentation est aussi propriétaire, on peut intégrer des plans de marquage, on peut intégrer la documentation de 55 et elle est validée puisque nos équipes et les administrateurs de la plateforme vérifient chacune des sources de données. Le panneau principal de l'application se présente comme ceci. Donc, on a des liens directs vers les différents articles qui nourrissent la base de données. On a aussi une liste des questions les plus fréquemment posées. Et puis, je peux directement interagir avec l'outil et potentiellement lui poser une question du type quelle est la différence entre le bounce rate de ma propriété Universal Analytics versus GA4. Je vais observer les différences. Je cherche à savoir pourquoi. Par défaut, l'outil pourra me répondre. Je peux aussi modifier potentiellement certains paramètres pour affiner la réponse. Ici, modifier le nom du document pris en entrée et puis aussi modifier la longueur de la réponse que l'outil va me renvoyer. Donc, on obtient une réponse assez succincte. Donc, le contenu permettant de savoir pourquoi est-ce qu'on a eu des différences, notamment en termes de raisonnement de session. Mais avant tout, ce qui est important de voir ici, c'est qu'on a des liens directs vers la base de données. Donc, ici, la documentation interne propriétaire à 55, qui est maintenue à jour. Et puis aussi la documentation publique externe, ici la documentation GA4. Enfin, si l'utilisateur souhaite pousser un peu plus sa compréhension et potentiellement aller chercher plus loin, on a une liste complète de tous les documents qui ont permis de résumer et de finaliser, de fournir cette réponse-là à l'utilisateur. Donc ça, c'est pour le cas de knowledge management et de conduite de changement. Le prochain cas que je voudrais traiter aussi, c'est le cas de la taxonomie des campagnes médias. Donc, l'efficacité de ces campagnes médias, elle est importante et elle passe par un reporting et un monitoring constant de leur performance. Mais on a un problème au niveau de la taxonomie. Si on observe des campagnes incorrectes, on va avoir un problème de reporting. Donc, c'est important, et ici, l'IA générative peut solutionner le problème dans le sens où il nous permet de corriger les champs manquants, corriger les champs présents ou ajouter des champs manquants. L'outil qu'on se permet de présenter ici, c'est Compliance. Du coup, c'est exactement ce que j'ai présenté. C'est un outil qui va permettre, sur la base de campagnes qui ont été observées comme incorrectes ou avec des champs manquants, d'unifier finalement ces campagnes au sein de l'entreprise et au sein des plateformes. L'utilisation est assez simple. Sur la base des campagnes incorrectes, je charge les campagnes dans l'outil. Celui-ci va comparer cette base-là à une base de référence qui est la liste des taxonomies ou des conventions de nommage correctes de ces plateformes, et puis revenir avec une liste de propositions les plus probables. Libre à l'utilisateur derrière de valider ces propositions-là, donc d'aller chercher finalement la correction, de valider cette correction. Donc il y a toujours un input utilisateur qui est important, on considère que c'est essentiel pour la validation, et de faire ça sur l'ensemble de ces campagnes qui ont été identifiées comme incorrectes.
À la suite de quoi, l'outil retourne donc la liste des campagnes corrigées, des taxonomies et des dommages corrigés. Soit on peut la télécharger en CSV ou on peut directement la réinjecter dans les plateformes via API. Et je laisse la parole à Pierre derrière pour nous parler de Product Suite. Absolument, merci Bastien. Product Suite, donc flux produit, peut-être préciser de quoi on parle et pourquoi c'est important. Un flux produit, c'est un simple fichier au format XML, CSV ou autre, qui contient des informations du catalogue produit d'un e-commerçant. Donc, les titres des produits, des images, des attributs, leur prix, catégories où ils appartiennent et les stocks disponibles. Le flux produit permet aux e-commerçants en réalité d'envoyer de façon automatisée toutes ces informations vers un canal publicitaire ou un site web externe comme une place de marché, mais encore des comparateurs de prix, des réseaux sociaux, des plateformes de retargeting, etc. Et les flux produits permettent donc d'augmenter les ventes des e-commerçants en irriguant automatiquement tous leurs canaux de communication et de distribution. Et en pratique, ces flux produits sont plus ou moins saisis à la main ou hérités d'autres bases de données qui sont saisies à la main. Ce qui fait qu'à la fin, il y a de nombreuses données incomplètes ou erronées dans ces flux produits. Ce qui peut engendrer de nombreuses conséquences néfastes sur le business, comme la non-diffusion des offres, un mauvais référencement des produits, et par conséquent, un manque à gagner, une baisse du chiffre d'affaires. Là encore, les IA génératives peuvent apporter des solutions et les modèles de langage peuvent être utilisés pour détecter les anomalies dans les flux produits et les corriger en puisant parmi les informations disponibles, la documentation produit, les fiches produits, tout simplement des pages web. Donc, on a un exemple pour illustrer ça. Donc là, on a un flux produit qui contient donc un titre d'une tenue de sport, et on voit que l'information de couleur est manquante. Et donc là, l'IA générative qui aura trouvé dans la fiche produit les informations de couleur va compléter donc, le champ de couleur avec là, en l'occurrence, l'information c'est du noir. Et ensuite, va venir compléter le titre avec non seulement la couleur noire, mais aussi la taille qui était notre information qu'elle a trouvée dans sa documentation pour que le titre soit plus complet, corresponde au format de titre qui a été défini et surtout soit plus efficace en termes de marketing parce que les gens vont voir que ça correspond à l'objet qu'ils cherchent. Autre exemple ici, donc là on a encore un vêtement de sport et on se rend compte donc que dans le titre, normalement on y trouve des informations, des attributs, la marque, le genre, le sexe et le type de produit. Or, ce qu'on voit, c'est qu'en réalité, il y a aussi l'information tight, donc qui est la taille et la coupe, qui est aussi présente comme information et qui n'était pas prévue comme attribut présent dans le titre. Donc là, l'intelligence artificielle va identifier donc, que l'information de taille est présente aussi dans le titre, va donc l'ajouter dans les attributs produits qui constituent le titre, et donc enrichir sa base de données de cette information nouvelle qui était présente dans le titre, et donc compléter comme ça le flux produit. Donc, voilà encore un exemple très concret d'application des intelligences artificielles pour les organisations de marketing. Et le dernier qu'on a voulu vous montrer, c'est celui de la production de créa publicitaire. Alors, certainement, le cas d'usage qui est envisagé depuis longtemps, et notamment les IA génératives d'images comme Midjourney ou DALL-E, en réalité, entre produire des images et créer vraiment une vidéo publicitaire, ou même une bannière publicitaire, il y a un pas important. Et là, alors, c'est un petit peu un cas spécial parce que ce n'est pas un prototype développé par les équipes de 55, mais c'est donc une solution qui s'appelle Pencil, qui existe aujourd'hui et qui est une entreprise qui vient d'être rachetée par le groupe qui possède 55. Cela dit, c'est un exemple très, très intéressant qu'on a voulu vous partager aujourd'hui. Et donc, Pencil, c'est quoi? C'est un outil en SaaS qui permet en quelques clics de créer des vidéos publicitaires pour diffuser des campagnes sur Internet.
Donc, quand on est une marque comme par exemple Durex et qu'on veut faire une campagne publicitaire, et bien, on commence par créer sa marque, télécharger des logos et des ressources graphiques sur la marque. Ensuite, concernant la campagne qu'on veut faire, on va donner un brief comme on ferait à une agence créa en langage naturel qui explique le positionnement de la marque, l'ambition du produit, les messages clés qu'on veut diffuser dans la campagne et aussi des informations sur les audiences, le public qu'on cherche à viser. Ensuite, quand on a alimenté l'intelligence artificielle avec ça, on va venir télécharger de la même manière des images, des ressources graphiques concernant le produit, éventuellement des fonds d'écran, en tout cas tout ce qu'on a à disposition peut être téléchargé. Et puis ensuite, tout simplement, on va cliquer sur le canal pour lequel on veut faire une création publicitaire, parce que chaque canal est différent et donc l'outil va créer des campagnes adaptées au code spécifique de chaque canal. Donc, si je veux une campagne TikTok, je clique sur TikTok, sur Instagram. Et c'est aussi simple que ça. L'outil va générer des campagnes. Donc, vous voyez ici un exemple de TikTok et des campagnes proposées également pour Instagram. Si on n'est pas content avec le résultat proposé, on peut toujours éditer. Donc, l'humain reste en contrôle de ce qui est diffusé. Et puis, une fois qu'on est satisfait avec le résultat, il suffit de télécharger ou de publier automatiquement les campagnes sur les canaux choisis. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Pencil ne s'est pas réveillé le mois dernier en réalisant le potentiel des intelligences artificielles. C'est lancé en 2018 sur le sujet. On a aujourd'hui 4000 clients à leur actif et plus d'1 milliard cumulé, $1 milliard cumulé d'investissement publicitaire sur leur outil, ce qui a permis à leur algorithme d'apprendre et donc d'avoir des créas extrêmement performantes et adaptées à chaque canal. Donc, voilà pour finir le tour d'horizon des cas pratiques des IA génératives et des opportunités immédiates qu'on y voit pour les organisations de marketing. Maintenant, la question se pose de leur mise en œuvre. Quelles sont les précautions à avoir quand on a ce genre de projet et surtout quelles sont les bonnes méthodes à observer. Qui de mieux placé pour parler de ça que Jeff? Oui, merci Pierre. Tout à fait. Comme on a pu le voir avec ces différents cas d'usage, on est face à des choses très, très alléchantes, à des opportunités immenses. Et effectivement, la responsabilité qu'on a au sein de l'entreprise, c'est de tester le potentiel. Et donc, effectivement, il y a un certain nombre de précautions à prendre. En fait, la démarche la plus logique, on revient effectivement à se dire qu'il faut expérimenter. Expérimenter, se faire une opinion effectivement du potentiel, se faire une opinion sur les données qu'on possède pour être vraiment dans le cas le plus concret, parce qu'en fait, la promesse de l'IA générative, c'est de réduire la distance entre l'idéation et la réalisation du prototype. Et donc, pour ça, effectivement, la première chose qu'il faut faire, c'est être capable d'expérimenter avec ses propres données. Mais ça ne va pas se faire n'importe comment, parce qu'effectivement, on sent bien que c'est un domaine émergent et qu'il y a encore beaucoup de précautions à prendre. Donc, en fait, la première des choses à faire au sein d'une entreprise pour un déploiement réussi, c'est vraiment de se sécuriser un bac à sable dans lequel on va pouvoir expérimenter en toute sécurité. En fait, un bac à sable, c'est quoi? C'est l'accès à ces différents modèles de manière contrôlée, sécurisée, de manière à vraiment éviter toute fuite de données, puisqu'on a eu effectivement, on l'a vu par le passé, dans les premières itérations autour de ChatGPT, il y a eu 3 histoires pas très reluisantes sur des problèmes effectivement de gens qui utilisaient des ressources sans vraiment savoir les termes et conditions qui étaient derrière cette plateforme et les réutilisations possibles de ces données. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut sécuriser et c'est pour ça qu'il faut, dans la mise en œuvre de ce bac à sable, s'assurer que les termes et conditions sont là et qu'on a effectivement les garanties nécessaires. Et l'autre élément extrêmement important pour faire une évaluation du potentiel, c'est de véritablement avoir des données qui permettent de
mesurer la performance de ces systèmes. Et donc, c'est dès le début d'être capable de traquer exactement les interactions qu'il peut y avoir avec les bêta-testeurs, les demandes, et comprendre et commencer à se constituer en fait cette fameuse base de prompt, puisqu'en fait, les interactions avec les IA génératives, c'est des textes qu'on va rentrer. On n'a pas encore de vision très très claire, en tout cas c'est naissant, sur les bonnes manières de discuter avec ces systèmes. Donc, il est essentiel de se construire un premier lexique des interactions possibles avec ces systèmes. Donc, première étape pour une expérimentation, effectivement, c'est d'avoir ce bac à sable outillé pour être capable de vraiment comprendre ce qui se passe. Ça va permettre aussi d'adresser en fait un autre point qui est assez important, c'est-à-dire que la plupart des disruptions viennent en général avec un élément un peu qui interroge pas mal, donc le fameux éléphant dans la pièce. Là, avec les génératives, ils sont venus à plusieurs. On a vraiment beaucoup de sujets qu'il faut adresser. Alors, les réponses ne sont pas encore disponibles, c'est un domaine émergent, mais en fait, ça pose plein de questions en termes de respect de la vie privée, bien sûr, puisqu'en fait, à partir de quel niveau d'intimité du prompt, un prompt devient une donnée personnelle, c'est une vraie question, puisqu'en fait, toute question peut être saisie par le système et à partir de là, ça peut être de la donnée personnelle. D'un point de vue purement éthique, effectivement, il faut se demander qu'est-ce qu'on va faire avec cette technologie, et puis aussi se demander, en fait, est-ce qu'on n'est pas en train d'utiliser des systèmes qui reproduisent des biais qui sont les reflets en fait, des travers de notre société. Donc, c'est des choses à prendre en compte également. Et puis, d'un point de vue plus pragmatique et plus, on va dire, plus direct en termes de résultats, une grosse question encore sur la transparence de ces systèmes, puisqu'en fait, on est quand même face à des systèmes qui ont été élaborés par des sociétés externes et qu'on récupère, où on a pour l'instant encore peu de standards qui permettent de vérifier, de comprendre véritablement ce qui se passe à l'intérieur. En termes de sécurité, bien sûr, il faut toujours contrôler la gestion de toutes ces données-là et évidemment se poser la question du coût total de la possession et de l'intérêt réel des cas d'usage qu'on va mettre en œuvre. Donc ça, c'est la partie vraiment comment j'assure un cadre de cohérence pour comprendre vraiment ce que je suis en train de faire avec cette technologie. Et puis l'autre pendant de ce cadre de cohérence, c'est effectivement encourager l'adoption et donc être sûr que effectivement toutes les parties prenantes dans l'entreprise vont vraiment adhérer aux principes et en tirer le meilleur. Donc ça, c'est les deux approches de base pour vraiment être sûr qu'on est dans un cadre qu'on maîtrise. Et après, l'autre gros élément discriminant, c'est qu'on est sur un changement de paradigme. C'est qu'en fait, on accepte beaucoup plus de flexibilité, de facilité, mais c'est en échange d'un contrôle un peu moindre sur ce qui se passe. Je m'explique. Jusqu'à présent, quand on réalisait ce type de système, c'était du code. Donc un code, c'est décidable et systématique. C'est en fait, on écrit en code, donc on sait ce que ça va faire. Là, sur du prompt engineering, qui est un peu le contexte, le concept, c'est qu'on va fournir du texte en langage naturel et on se dit que le moteur va bien finir, va répondre de manière pertinente. Ça veut dire que en fait, l'ambiguïté, on ne peut pas se la permettre, puisqu'en fait, le système va potentiellement réduire des ambiguïtés, mais ça ne va pas être avec la bonne, pas fort, sans qu'on ait un contrôle sur la chose. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, on est obligé, quand on va mettre un système, un cas d'usage en œuvre, il va falloir effectivement clairement définir les attentes, les attendus et ce qu'on veut en faire et comment ça va être utilisé. Donc ça, c'est vraiment là qu'il va falloir être très, très méticuleux dans la définition du cas d'usage qu'on essaie d'adresser, parce qu'un système qui attrape tout et qui est capable de répondre à toutes les ambiguïtés, ça n'existe pas. Donc, il faut vraiment cadrer effectivement les attentes. Donc ça, c'est ce qu'on croit très fort à 55, c'est que vraiment définir le cas d'usage par le menu pour être sûr de savoir où c'est qu'on veut amener le système et qu'est-ce qu'on veut en tirer et comment se prémunir des errements, c'est quelque chose qui est clé. Et enfin, un dernier élément qui est très important, c'est que en fait, on est donc face à un système où on va faire du prompt engineering. Donc, en gros, si on va donner un maximum de contexte en langage naturel
au système pour être capable de fournir des réponses correctes. En fait, ça s'appelle prompt engineering et ce n'est pas pour rien, c'est vraiment de l'engineering. C'est-à-dire qu'en fait, il s'agit effectivement d'appliquer toutes les méthodologies et bonnes pratiques qui ont cours comme des standards de fait en fait, dans toutes les activités de cloud et d'intelligence artificielle et de machine learning. Donc, toutes les pratiques autour de MLOps, la capacité effectivement à repackager régulièrement son modèle, son application, à être capable de changer de module, à être capable effectivement de passer d'une version à une autre, parce que en fait, comme c'est un domaine très émergent, il y a encore beaucoup de choses qui changent dans tous les sens. Et avoir donc un système modulaire et bien architecturé, comme on sait faire dans la plupart des domaines liés au machine learning, c'est clé. Et donc, c'est des choses qu'il faut intégrer dès le début. Et c'est ça qui va faire effectivement la différence entre une démo qui peut faire illusion et un système robuste d'entreprise pour lequel on peut avoir de vrais gains de productivité et être serein quant aux impacts que ça risque d'avoir. Et pour aller plus en détail là-dessus, je vais passer la parole à Bastien qui va détailler un peu notre approche sur ce genre de choses. Effectivement, j'ai rappelé les grandes convictions principales, les considérations à prendre en compte. Et ça s'avère vrai. La plupart des freins à la mise en place de solutions d'IA générative, c'est l'absence de use case business concret, l'absence de technologie, choisir la bonne technologie, les bons talents et la gouvernance à mettre en place. Donc, avant de rentrer sur le framework que nous, on souhaite mettre en place à l'échelle pour accompagner les clients vers le choix de ces cas d'usage et puis le choix de la technologie, de l'expertise en interne, il faut d'abord comprendre la technologie elle-même, et puis les différentes couches, comprendre des couches d'expertise et les couches technologiques nécessaires à l'application de ces cas d'usage. Donc, dans une approche top-down, on démarre par contre toujours du besoin métier. On n'achète pas une technologie, on achète une solution pour répondre à un problème. Et le besoin métier, c'est essentiel de le saisir grâce aussi à nos équipes internes et grâce à leur expertise dans les différents domaines, les différentes verticales. Notre expertise aussi en data science. Ça fait maintenant 10 ans, et Pierre en parlait tout à l'heure, qu'on déploie des modèles d'IA et pas forcément des modèles d'IA générative. Notre expertise dans la data gouvernance et la privacy, et enfin l'accès propriétaire à la donnée numérique. Ça, c'est essentiel pour saisir et créer une solution. Dès lors qu'on a une solution, on peut passer à toute la couche technique, qui va être l'application en tant que telle. L'application, c'est finalement le concret, c'est ce à quoi l'utilisateur va se connecter, et ce qu'on va avoir en solution finale. Et cette application-là, elle repose sur des modèles qui sont custom, des modèles propriétaires qu'on va pouvoir fine-tuner, réentraîner, ou des modèles de fondation qui sont disponibles via les grands cloud providers, du OpenAI, du Google, etc. Ces modèles eux-mêmes reposent sur de la donnée, on parlera un peu plus tard, et sur des stratégies MLOps qu'a mentionné Jeff. MLOps, c'est clairement l'opérationnalisation du déploiement et puis la gestion de l'évolutivité du modèle. Elle est importante pour tenir compte de la performance du modèle. Tout ça repose sur les cloud platforms avec qui on est partenaire pour déployer les services nécessaires à toute cette architecture technique. Maintenant qu'on a compris l'architecture technique, on peut passer à la phase de cadrage. Le framework dont je parlais tout à l'heure, elle va se définir en 3 étapes majeures. La première étape, c'est l'étape de discovery, de définition des use cases. On l'a dit ici, le besoin, c'est d'identifier les opportunités business, identifier les besoins pour y répondre avec des solutions adaptées. Ça se définit via des workshops. L'idée, c'est de créer un pilote qu'on va amener jusqu'à une phase numéro 2 qui sera la proof of concept ou la proof of value. Ce pilote, il va falloir le déployer, il va falloir créer des démos et évangéliser, démocratiser cette solution avec les collaborateurs et au sein de l'entreprise pour derrière créer une roadmap vers la mise en production, qui est l'étape numéro 2. Cette étape numéro 3, mise à l'échelle, va permettre de mettre en production finalement cette application, vérifier que les métriques d'évaluation qu'on s'est fixées au départ correspondent aux attentes et potentiellement identifier un prochain cas d'usage et une prochaine application à mettre. Donc, ces étapes une à une, je vais les détailler un petit peu. Dans un premier temps, on a parlé de discovery, d'idéation. L'idée de cette première étape, c'est vraiment de générer un portfolio de projets. Pour ça, on a besoin de considérer le besoin. Ça passe par 2 étapes, l'identification des opportunités, se poser les bonnes questions. Dans quel domaine business, dans quel domaine de l'entreprise, est-ce que l'IA générative peut au mieux faire bénéficier de sa valeur ajoutée? Généralement, on a 3 grands cas, l'automatisation des procédés, la génération d'insights et puis l'engagement des utilisateurs, qui est vraiment un domaine fondamental de l'IA générative. Pour identifier ces opportunités, il faut découvrir un peu les points de friction.
goulot d'étranglement, évaluer aussi les compétences en interne, en termes de compétences techniques, mais aussi en termes de puissance et de disponibilité de la donnée en amont. Et puis enfin, déterminer aussi les challenges de passage à l'échelle, en termes temporels, quel horizon de temps on se donne pour mettre en place ces solutions-là. Et puis en termes, on va dire, spatial, au sein de l'organisation, à travers quelles équipes est-ce qu'on souhaite déployer ce genre de solution. Et dans un second temps, une fois qu'on a identifié les opportunités, on va déterminer et prioriser les cas d'usage. Ça passe par l'alignement de la valeur avec les objectifs business ou au moyen et long terme, la mesure du rapport coût-bénéfice, et puis aussi la prise en compte des contraintes organisationnelles techniques. Donc, je vais rapidement revenir sur les différents cas typiques de use case. On en a parlé de certains. On a des use cases qui sont de l'ordre de la conversation. On a parlé de research avec un QNL. On peut aussi avoir du customer service ou de la navigation web. Pierre a présenté aussi tout à l'heure tout ce qui est trait à la génération de contenu. On peut aussi penser à la génération de documents de training, de documents de support, de documents de la documentation IT. Et puis aussi tout ce qui va être de l'ordre de l'assistant, du développeur, pour aider les équipes d'ingénieurs. Puis enfin, une dernière couche, c'est l'analyse de données. Pierre a présenté tout à l'heure tout ce qui est l'analyse de base de données SQL, génération d'insights. On peut aussi penser à tout ce qui est la prochaine génération des algorithmes de recommandation, améliorer les algorithmes de recommandation de produits actuels. Et puis aussi tout ce qui va être arbitrer finalement les règles de sécurité de l'entreprise, avec ici l'analyse de données un peu plus textuelle, et vérifier que l'entreprise est en accord avec ses règles, avec ses best practices et ses règles de sécurité. Une fois qu'on a généré ce portfolio de cas d'usage, on va passer à la proof of concept. Et ici, on va avoir des grandes questions auxquelles on va vouloir répondre et qui sont importantes pour derrière pouvoir passer en production. Ces questions, elles sont de l'ordre du modèle, central, mais aussi périphérique. Je vais en parler un peu plus tard. Toutes sont essentielles. Si on se concentre un peu sur le centre du schéma ici, on va d'abord avoir des questions de l'ordre de la sélection du modèle. Qu'est-ce qu'on cherche à mettre en place? Des modèles de traduction, des modèles de résumé, de questions-réponses, de classification, génération de texte ou d'image. Et une fois qu'on a choisi le modèle, il va falloir se poser la question de comment on design le prompt. On a largement parlé. L'idée, c'est de savoir aussi quelle réponse souhaite avoir l'utilisateur pour que nous, en amont, on puisse réfléchir à comment formuler un prompt qui permette l'obtention de cette réponse. Et sur des questions un peu plus optionnelles, on va voir tout ce qui est de l'ordre de la distillation, sur une réflexion de sobriété. Est-ce que j'ai besoin d'un modèle volumineux avec énormément de paramètres? Est-ce que je ne peux pas réduire forcément la taille de mon modèle pour avoir un moindre coût et réduire un peu les impacts? Et enfin, dernière question qui a trait au modèle, le fine-tuning, complètement optionnel, mais à réfléchir. Fine-tuner le modèle permet aussi d'adapter à l'entreprise, à l'organisation. Et dans ce cadre-là, quelle couche de réseau neuronaux on va chercher à fine-tuner? Et est-ce que tout simplement j'ai la donnée nécessaire pour fine-tuner? Ça, c'est les questions du modèle. En périphérie, et tout aussi important, on a tout ce qui est de l'ordre de la data préparation. C'est important d'explorer la donnée, de savoir si je vais devoir transformer la donnée en amont et puis quelle est sa qualité. Sur des questions de sécurité et de fiabilité aussi, quelle est la sécurité de mes données? Les grands cloud providers s'accordent tous pour dire que les données seront sécurisées dans leur modèle. Il n'y a pas que des fuites en externe, il y a aussi des fuites en interne. Il faut penser à l'accès des différentes équipes aux données. Est-ce que toutes les équipes ont le droit d'accéder aux mêmes données? Il faut aussi considérer les biais du modèle. Enfin, les derniers points sur le monitoring, on a parlé de MLOps. C'est important d'évaluer le modèle au cours du temps, et ça se fait via la récupération de retours utilisateurs. Et ça nous permettra aussi de mettre en place des logiques de renforcement, d'amélioration du modèle. Et enfin, tout ce qui est déploiement, et j'en parle juste après, avec la mise en place de l'infrastructure et de l'application en elle. Le dernier point, c'est vraiment la logique de scale-up, de mise à l'échelle. Elle est complexe, elle est fragile sur un domaine aussi récent que celui de l'IA générative, et c'est important de prendre en compte toutes les considérations. Je vais reprendre rapidement cette citation. It's easy to make something cool, but can we make it production ready? Et c'est relativement vrai, ça s'adapte très bien à l'IA générative. C'est important de considérer les limitations, notamment l'inconsistance du modèle. Un même modèle, l'inconsistance en termes de format, un même modèle peut envoyer un format complètement différent selon les réponses. En termes d'ambiguïté aussi, ça c'est plus sur le fond finalement de la réponse. On va essayer sur OpenAI de noter des essais en français, et un même essai peut avoir des notes différentes en fonction du moment auquel on pose la question. Il faut aussi considérer la nature relativement récente du champ d'études, du domaine d'études. Compliqué de projeter et de savoir exactement où vous menez les prochaines améliorations de ces modèles-là. Puis finalement, il y a des logiques, des limites intrinsèques au modèle. La latence, on a une latence, hein, chaque
la réponse est longue, plus on va mettre de temps à la générer. Et donc, il faut avoir ça en tête pour potentiellement des cas d'usage de temps réel, les coûts, et puis la sécurité, j'en ai largement parlé. Donc finalement, tout ça pour conclure, pour dire qu'il y a de nombreuses limitations. Toutefois, l'intégration, c'est la transformation des entreprises et l'intégration de ces modèles d'IA générative est complètement faisable. Ça requiert par contre d'avoir des collaborateurs, d'avoir une collaboration entre les équipes techniques, les experts de la technologie et les décideurs business qui, eux, ont le besoin business nécessaire pour aller solutionner. Et je laisserai à Pierre le mot de la fin. Merci Baptiste, excellent. J'espère que les applications de la GenAI que nous avons proposées vous auront inspiré et que les recommandations sur les bonnes manières de les mettre en œuvre vous auront éclairé. À partir de là, si vous souhaitez en savoir plus sur les IA génératives, si vous souhaitez mettre en œuvre l'un de ces cas d'usage qu'on a partagé ce matin, ou si tout simplement vous souhaitez identifier les opportunités d'IA générative propres à votre entreprise à travers un atelier dédié, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Sur ce, on a fait le tour de ce qu'on voulait vous raconter ce matin. On vous passe la parole. Si vous avez des questions, nous serons ravis d'y répondre. Donc, il y avait une première question de Florian Combre qui parlait des prérequis d'un point de vue data pour faire fonctionner les cas d'usage présentés. C'est une très bonne question. Effectivement, il ne faut pas partir de rien. En tout cas, ça va nécessiter en amont d'apporter une expertise de préparation de la donnée. On a parlé de la donnée hyper importante pour les modèles. Bien que le modèle de langage, large language model soit basé sur la donnée et entraîné sur la donnée publique, nous, ce qu'on souhaite ajouter, c'est une valeur au niveau de la qualité de la donnée. Donc, on va partir de tables préprocessées et aussi de métadonnées. Ça, c'est important d'avoir en place un data catalogue, les métadonnées dans le cadre qui a présenté Tiab. Il faut partir de ces métadonnées pour générer des requêtes concrètes et extraire des insights qui vont avoir un impact et de la valeur ajoutée. Pour compléter ce que vient de dire Bastien et qui est très important, d'abord, il y a une règle universelle dans le monde de l'intelligence artificielle, même au-delà, c'est que de toute façon, il faut avoir de la donnée de qualité, ça fait des données erronées ou voilà, qui ne sont pas satisfaisantes en termes de qualité, de toute façon, le résultat sera décevant. Et effectivement, il faut avoir la donnée bien structurée et avec les bonnes métadonnées, comme le disait Bastien, mais ce qui signifie aussi que il y a en amont un travail de préparation pour comprendre quelles seront les questions typiques et quel est donc le cas d'usage précis auquel on essaie de répondre, parce que ça va être différent d'une entreprise à l'autre en fonction de comment elle est structurée. Est-ce qu'on va poser des questions par produit, par géographie, par business unit, etc. Et en fonction des questions qu'on anticipe de la part des équipes marketing, il faudra prévoir une structuration de la donnée qui va. Ce qu'on peut rajouter comme précision rapidement, c'est que pour ce cas d'usage, nous n'avons pas alimenté GenAI avec le contenu de la donnée. En aucune manière, GenAI n'a eu la donnée en elle-même. On l'a alimenté avec les méta-informations, c'est-à-dire des éléments qui décrivent la donnée, les noms de colonnes, les noms de tables. Et rien qu'à partir de ça, GenAI a été en capacité de pouvoir générer les bonnes requêtes, qu'on puisse avoir la bonne information. Autre question alors qu'on nous pose beaucoup, ça concerne l'empreinte carbone de tout ça. Une question assez sensible en vrai, parce que beaucoup se demandent ce que le pré-prompt peut générer en termes d'empreinte carbone. Globalement, la plupart des grosses entreprises qui se sont lancées dans ce sujet sont essentiellement Microsoft, Google et puis Amazon, qui ont entraîné dans un premier départ en fait l'ensemble de leur GenAI sur une masse d'informations. Donc, ce premier entraînement a consommé et a généré de l'empreinte carbone. Mais parce que c'est un entraînement global qui est mis à disposition et virtualisé par beaucoup d'utilisateurs, le pré-prompt en vrai ne génère presque rien du tout. Et en termes de coût, ne coûte rien du tout en fait. Après, je ne sais pas si d'autres participants ont des choses à ajouter. Oui, c'est effectivement un sujet très intéressant et c'est vrai que
en fait, le principe pour l'instant qui est en train quand même de mentionner un petit peu ce qui se passe, c'est que les investissements initiaux sont colossaux et qu'en fait, très rapidement, on va s'orienter vers une curation des modèles les plus efficaces. Mais on pressent qu'en fait, le nombre d'acteurs capables de produire ce type de modèle est relativement réduit. Donc, quelque part, en fait, comme le disait Thiam, l'utilisation elle-même ne va pas forcément générer une grosse empreinte, c'est plutôt effectivement la création de ces gros modèles. Et comme il y a une barre à l'entrée en termes de coût qui est quand même assez conséquente, au final, on peut se dire que peut-être que globalement, ce n'est pas forcément un impact aussi important que avoir en fait une grande variété d'acteurs qui vont se lancer dans des choses qui seront potentiellement aussi très, très consommatrices. Là, en fait, comme le nombre d'acteurs qui sont capables de se lancer dans cette initiative est réduit, au final, on devrait bien s'en tirer. Alors, je vois qu'il y a une autre question qui nous a été envoyée qui nous demande si on ne craint pas qu'en démocratisant l'accès à Steve Insight, je pense que ça fait référence au cas de data analyse, là, de production de KPI de graphes, dans les mains de personnes qui se connaissent peu, parce que ça ne risque pas d'être contre-productif vu que les data analysts vont devoir passer du temps à répondre aux questions des personnes qui n'ont pas l'habitude de travailler avec ce type de données. Alors, je trouve qu'il y a un peu plusieurs questions dans la question. La première, c'est est-ce que finalement il n'y a pas ça peut pas être contre-productif de donner accès comme ça à permettre de plein de gens de taper dans les bases de données là où avant c'était restreint aux gens qui savaient faire du SQL. Alors effectivement je comprends que quand on pose beaucoup de questions, il risque d'avoir des réponses, parfois mal les interpréter. Maintenant, très clairement, ce qu'on se rend compte aujourd'hui, c'est que les entreprises accumulent des quantités de données extrêmement importantes quant à la performance des campagnes publicitaires, mais aussi sur l'efficacité des sites web, et qu'aujourd'hui, finalement, c'est une valeur qui n'est pas du tout exploitée. Et qu'on produit effectivement quelques dashboards avec quelques KPI qui ont de la valeur, mais ça reste très statique. Et ce qui manque, c'est justement d'extraire des insights actionnables, d'arriver à des conclusions très concrètes sur comment je dois optimiser mes campagnes. Et ça c'est un potentiel, un gisement de valeur qui est très important. Je comprends les éventuels inconvénients, mais très clairement, les avantages sont très largement supérieurs aux inconvénients qu'on peut imaginer. Et après, l'autre question, c'est est-ce que ça ne va pas saturer les data analystes de questions ou d'assistantes alors là, c'est un peu contre-productif, parce que parfois contre-intuitif, parce qu'on a souvent la question inverse, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez mis ça en place, c'est-à-dire qu'on a besoin de data analystes. Et je pense que ça montre que d'abord le sujet n'est pas totalement mûr, et en tout cas, effectivement, que les gens consomment plus de données, nous, à notre sens, ça ne va pas effectivement rendre les data analystes inutiles ou ne vont pas voir leur métier remplacé par des machines. Au contraire, effectivement, on aura besoin d'autant plus de data analystes pour alimenter les modèles avec de la bonne donnée et ensuite arriver à une sorte de support de niveau 2, une fois qu'on a réglé les insights avec le chatbot, pouvoir creuser, valider les données qu'on a pu avoir. Et pour compléter effectivement la mise au point de ce type de système, justement, consiste non pas à laisser quelque chose de complètement ouvert, mais vraiment à contraindre ce qu'on va exposer pour justement se prémunir de ce genre de désagréments. En fait, on ne va pas exposer toutes les tables dans un système comme ça, on va exposer les tables qui ont un sens commun et qui sont et dont l'interrogation est contrôlée en termes de résultats obtenus. En fait, on va effectivement faire un travail de simplification de la structure pour que celle-ci soit lisible et compréhensible. C'est un peu la revanche du responsable de qualité, puisqu'en fait là, les conventions de nommage doivent être effectivement claires et précises, parce que sinon l'IA générative ne va pas être capable de faire le lien avec la demande. Et ensuite, effectivement, on va pas, on revient effectivement au côté, on évacue toute ambiguïté, c'est-à-dire qu'en fait, le mode d'interrogation de ces tables-là est quand même
préimaginées pour. Et donc, en fait, les données qu'on va exposer vont être structurées de manière à ce que ce soit relativement simple. On ne va pas attendre de l'IA générative qu'elle fasse un travail très, très alambiqué de génération de requêtes. On va plutôt lui demander de faire le lien avec les patterns de requêtes possibles et courantes. Et dans le chat, je vois une question qui porte sur MPT 30B. Que pense-t-on de ce modèle-là? Alors, il s'agit d'un modèle open source. En toute transparence, là, les cas d'usage qu'on vous a montrés sont relativement indépendants du modèle de langage, c'est-à-dire qu'ils appellent via des API, ils sollicitent les ressources des modèles de langage, mais ça nous a permis de tester en fait, et de comparer les différents modèles existants, ceux de Microsoft, ceux de Google en particulier. Donc, on pourrait très bien finalement donc, utiliser un autre modèle de langage pour comparer lequel fonctionne le mieux, et la réponse sera peut-être différente suivant le cas d'usage. En l'occurrence, celui-là n'a pas été testé dans le cadre de notre cas d'usage. Mais au-delà de ça, je pense que ça pose la question des modèles open source versus les modèles des grandes plateformes. Je pense qu'aujourd'hui, alors certains ont peut-être des opinions affirmées sur le sujet. C'est ça qui est passionnant aussi avec les IA génératives, c'est que c'est un marché en ébullition. À la fin, qui aura le dernier mot? Est-ce que ce sont des grands modèles de grandes plateformes assez généralistes avec beaucoup de paramètres? À l'inverse, que ce sont plutôt des modèles open source spécialisés, plus légers, mais donc experts à un certain type de tâches. Moi, personnellement, je n'ai pas de boule de cristal. Je ne saurais pas me prononcer sur le sujet, mais c'est très intéressant de voir en fait, comment la dynamique concurrentielle s'anime et finalement, est-ce que les deux coexistent avec des champs d'application différents ou est-ce que, une fois de plus, sur les grandes plateformes qui remportent l'essentiel du marché, c'est ce qu'on va dans le. Et je rajoute simplement un petit détail sur ce qu'a dit Pierre. Effectivement, nous, on regarde les deux aspects. On regarde les grands modèles fondationnels développés par les cloud providers. On regarde aussi du côté des modèles, on peut dire, propriétaires ou open source. Ce qui est étonnant de voir, c'est qu'on a essayé sur des modèles Falcon 40B et Falcon 7B, la facilité avec laquelle on peut fine-tuner ces modèles-là, et voir derrière si c'est adapté au business, la qualité des outputs de ces modèles-là, qui commencent à rattraper certains modèles légers des grands cloud providers. Après, il y a un dernière question à se poser aussi, c'est sur la licence et l'utilisation de ces modèles pour des besoins business. Voilà, je crois qu'on a fait le tour des questions qu'on avait pu recevoir. Il est presque 11 heures, pile à l'heure. Il nous reste à vous remercier de votre temps et de votre attention ce matin. Encore une fois, si vous avez la moindre question, si vous souhaitez lancer un projet de ce type, n'hésitez pas à nous contacter. Et nous vous souhaitons une excellente journée. À bientôt.